C'est parti. Bon, donc bonjour à tous. Donc, nous sommes deux médecins du sommeil, médecins coordonnateurs du réseau Morphée. Et donc, avec Raison d'eau, nous avons échangé sur le besoin de parler du sommeil normal et du sommeil pas normal pour les femmes. Et comme leur population et les femmes que vous êtes qui ont une endométriose, du coup, ça va s'adresser à vous. Alors, nous restons modestement des médecins du sommeil, pas de gynécologue, nous ne sommes pas gynécologues et encore moins spécialisés sur l'endométriose. Donc, on sait parler des conséquences de la douleur en général, mais je sais qu'il y a certains d'entre vous déjà qui ont posé des questions qui sont un peu spécifiques, donc peut-être que nous ne répondrons pas à toutes vos attentes, mais notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler de comment fonctionne le sommeil, quelles sont les spécificités des pathologies du sommeil chez la femme, et après faire une dernière partie sur la douleur, les conséquences en fait que ça va avoir sur la fatigue et comment on va gérer cette récupération. Et on va vous faire quelques petites expériences pendant le webinaire afin que vous puissiez participer avec nous. C'est parti. Bon, donc bonjour à tous. Donc, nous sommes deux médecins du sommeil, médecins coordonnateurs du réseau Morphée. Et donc, avec Raison d'eau, nous avons échangé sur le besoin de parler du sommeil normal et du sommeil pas normal pour les femmes. Et comme leur population et les femmes que vous êtes qui ont une endométriose, du coup, ça va s'adresser à vous. Alors, nous restons modestement des médecins du sommeil, pas de gynécologue, nous ne sommes pas gynécologues et encore moins spécialisés sur l'endométriose. Donc, on sait parler des conséquences de la douleur en général, mais je sais qu'il y a certains d'entre vous déjà qui ont posé des questions qui sont un peu spécifiques, donc peut-être que nous ne répondrons pas à toutes vos attentes, mais notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler de comment fonctionne le sommeil, quelles sont les spécificités des pathologies du sommeil chez la femme, et après faire une dernière partie sur la douleur, les conséquences en fait que ça va avoir sur la fatigue et comment on va gérer cette récupération. Et on va vous faire quelques petites expériences pendant le webinaire afin que vous puissiez participer avec nous. Donc là, vous pouvez prendre vos téléphones Mm. portables parce qu'on va avoir, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça dans les webinaires, vous allez avoir un petit quiz à répondre. Donc, il faudra flasher sur un QR code dans lequel vous allez répondre. Alors, Voilà. est-ce que vous avez maintenant... Là, on est le- parfait, là. Ok, Ouais. c'est parti, continue. Voilà. Mais donc, ça, c'est le programme dont j'ai parlé. Donc, on va pouvoir passer à la suivante. Ouais. C'est à Alors, toi. on va commencer par les bases du sommeil parce que la compréhension de tout ça, un de ces mécanismes, après, vous permettra de savoir quelle stratégie adopter et notamment par rapport aux problèmes spécifiques des douleurs. Donc, premier petit sondage pour que chacune sache un petit peu quelle dormeuse elle est. Donc, on va vous proposer de voter. Alors, on vous explique brièvement, hein, les animaux qu'on a mis, ils ont chacun des spécificités. Donc, le lion, c'est vraiment le long dormeur par excellence, hein, comme nos chats. Euh, ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps d'éveil. Ils chassent rapidement et puis ensuite, ils ont des longs temps de sommeil. Au contraire de l'éléphant, qui est un très court dormeur, lui, il est végétarien, il a besoin de beaucoup de temps pour ruminer. Donc, celui-là, il dort très peu avec un sommeil assez fragmenté. Et puis, vous avez les équipes de jour et de nuit, donc la poule, hein, qui est réputée pour être couche-tôt, le hibou et tous les rapaces qui sont des oiseaux de nuit, et puis un qu'on retrouve très très souvent dans tout ce qui est douleur chronique notamment, c'est notre ami le dauphin. Donc le dauphin, il a cette particularité de ne pas pouvoir dormir avec ses deux hémisphères cérébraux. Il a toujours un hémisphère qui veille, pour lui faire penser en fait à remonter, respirer en surface, et puis un hémisphère qui dort. Et donc les deux hémisphères vont s'alterner dans la récupération. Voilà, donc si tout va bien, on vous propose un petit sondage sur qui est parmi nous. Des lions, des éléphants, des poules, des hiboux, des dauphins. Et vous avez le droit d'être plusieurs de ces animaux-là. Donc voilà, on vous propose là rapidement un petit vote. Vous avez juste à scanner le QR code. Il n'y a pas besoin d'une appli spécifique, hein. Voilà. Ah, ben on a déjà un dauphin, effectivement, ce qui n'est pas tellement étonnant.
des lions, des dauphins. Ok. Sofiane, on a combien de participants au total? Comme ça nous permettra de voir le temps qu'il faut. Ah, on se laisse. Non, mais là, c'est 14, tu vois, du coup, je ne sais plus à combien on est de... Ouais, ouais, ouais. Donc, je pense que sans surprise, quand même, le dauphin, qui, outre être mon animal préféré, est quand même fortement représenté dans les problèmes de sommeil. Bon, peu de poules, hein, quand même. Et pas de hibou. Un hibou. Si, Deux si, hiboux. Deux, ouais. quelques hiboux, Quelques hiboux. mais quand même, alors des lions, ce qui est Ah, pas Et bah, banal. Mais... il y a certaines personnes qui n'arrivent pas justement à répondre au Slido parce qu'elles sont connectées avec leur téléphone. Donc, elles ah, demandent d'accord. s'il y a possibilité d'envoyer le lien dans le chat. Mais Ah, je c'est sais pas pas si- grave, c'était juste comme ça Pour avoir une... pour que chacun s'imagine un petit peu qui il est, hein. On Pour va avoir la passer. proportion, mais c'est ce que dit Frédéric, on n'est pas surpris. En Voilà. principe, quand on fait des webinaires sur le sommeil, on a quand même beaucoup de dauphins parce que vous allez voir hein, dans la suite de notre exposé à quel point finalement le dauphin est représentatif quand il y a des difficultés de sommeil ou des douleurs ou des maladies chroniques, etc. Bon, je te propose qu'on passe, hein, Catherine, on avance puisqu'on a plein de choses à vous raconter. Donc voilà, on termine sur une jolie image. Le dauphin est quand même fort bien représenté. Alors, comment ça marche cette histoire d'animaux et de sommeil? Donc, il y a dans notre type de dormeuse, il y a déjà deux choses principales. Il y a nos besoins de sommeil, donc c'est le temps de sommeil total, hein. On parle de courts dormeurs pour les gens qui ont besoin de moins de 6 heures de sommeil et de gros dormeurs pour ceux qui ont besoin de plus de 9 heures de sommeil. Et entre les deux, avec une moyenne autour de 8 heures à peu près, on a les dormeurs, je dirais, classiques. Ces besoins-là, ils sont génétiquement déterminés. Ça veut dire qu'on n'a pas de possibilité d'agir réellement là-dessus. Si on est un court dormeur, on sera court dormeur toute sa vie, quel que soit ce qu'on fasse. Et si on est un gros dormeur, c'est la même chose. On va voir que ça va évoluer un peu avec l'âge, hein. En vieillissant, on perd un petit peu de temps de sommeil, mais pas tant que ça. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nos gènes et qui se transmet d'une génération à l'autre aussi. Et puis, on a ce qu'on appelle le chronotype, c'est-à-dire notre rythme de sommeil. Ça aussi, c'est génétiquement déterminé. Donc, on a des couches tôt, on a des couches tard, et la majeure partie d'entre nous, on est au milieu. Ni couche tôt, ni couche tard, hein, on a ce qu'on appelle un chronotype moyen, c'est-à-dire qu'on va dormir volontiers entre 23h minuit et 7-8 heures le matin, à peu près. Donc ça, c'est les grands déterminants du type de dormeur. Et puis, ce qui va s'ajouter à tout ça, c'est notre côté dauphin ou pas dauphin. Donc les dauphins, ce que je vous disais, en fait, c'est des personnes qui vont avoir des systèmes d'éveil, surtout, on va en reparler, hein, qui vont être toujours en alerte. Toujours en alerte parce que soit leur corps va leur envoyer des signaux de détresse, de danger, d'alerte, soit l'environnement va pas être très sécurisé et va aussi envoyer des signaux d'alerte. Et donc, on va toujours dormir que, entre guillemets, d'une oreille. C'est-à-dire que dans la plupart des stades de sommeil, on va revoir ça après, hein, on va avoir une perception qui n'est pas forcément la même que celle d'un non-dauphin. On va avoir l'impression de demi-sommeil ou d'être connecté à l'environnement, mais pas d'un sommeil profond. Voilà, donc ça, c'est nos dauphins. Et ça aussi, il y a une participation génétique. Et puis, notre histoire de vie avec le sommeil, notre histoire de vie avec les événements de vie, avec le lien aux autres, la sécurité, ça va modeler
notre côté plus ou moins dauphin. Et donc, toutes les maladies chroniques, notamment avec des douleurs, vont aggraver ce côté dauphin, puisque ça va être des signaux d'alerte, ces douleurs que notre corps va renvoyer au cerveau et qui vont nous maintenir dans ce mode de fonctionnement de dauphin. Alors, maintenant, un petit mot sur le rythme veille-sommeil. Je passe la parole à Catherine pour vous expliquer tout ça. Alors, comment on arrive à dormir et à être réveillé? Dans notre corps, en fait, il y a deux grands systèmes en fait, qui vont s'équilibrer, qui vont se compléter. Donc, un qu'on appelle le processus homéostasique, la pression du sommeil, dont on va parler après, et un autre qui sont les rythmes circadiens. Donc, ça, c'est une organisation, comme vous voyez, en fait, de plusieurs systèmes, en fait, qui sont des engrenages, vous pouvez les imaginer comme ça, qui sont... Ah, tu étais trop loin. Oui, je sais pas ce que j'ai fait, pardon. Qui sont en fait entremêlés les uns et les autres et surtout tous synchronisés les uns avec les autres. Donc, on va voir après comment ça fonctionne. Tu peux passer à la suivante. Donc, le processus homéostasique, en fait, c'est vraiment, vous voyez comme votre batterie de votre téléphone, c'est une pile qui se décharge et qui se recharge. Donc, ça se décharge grâce au fait qu'on se fatigue dans la journée et ça se recharge par notre sommeil. Donc, je vous passe en fait les processus énergétiques qui sont là, mais c'est vraiment ça. Donc, imaginez qu'en fait, votre pile, elle se décharge pas assez, c'est-à-dire qu'en fait, vous restez au lit toute la journée ou vous faites peu d'activités, vous êtes peu sollicité, ben, vous allez voir votre batterie qui va se mettre à 3 niveaux. Et ben, du coup, vous allez vous retrouver la nuit à la pile jaune et en très peu de temps, vous allez recharger votre pile. Donc, c'est ça qui fait qu'en fait, si vous voulez dormir suffisamment, il faut décharger votre batterie. De la même façon que si vous faites une nuit courte, ben, vous n'aurez pas assez rechargé votre batterie. Et ça paraît tout à fait évident pour tout le monde que si on n'a pas assez dormi, on va être fatigué après la journée. C'est une des raisons. Donc, deuxième processus, tu peux passer la diapo, Fred. Donc, ce sont les rythmes circadiens. Alors, circadien, c'est jour, nuit. Tout ça est vraiment régulé. Le grand maître des horloges, c'est la lumière. Une des raisons, c'est qu'en fait, la lumière, elle va impacter dans votre œil. Elle va aller stimuler en fait un endroit qui s'appelle le noyau suprachiasmatique, qui est une des choses que ça va fabriquer, entre autres, c'est à l'arrêt de la lumière, ce noyau va fabriquer de la mélatonine, qui est un peu le grand maître du sommeil, qui est une molécule en fait qui se fabrique à ce moment-là. Donc, s'il y a de la lumière, ça ne se fabrique pas. S'il n'y a pas de lumière, ça va se fabriquer toujours à heure fixe. Enfin, on a tous une heure génétiquement déjà qui programme l'heure de la fabrication de mélatonine. Donc ça va enclencher l'entrée dans le sommeil, mais pas que ça. D'autres hormones, d'autres cycles dans notre corps, comme la température, la tension, le cortisol, les hormones thyroïdiennes, les hormones de croissance, tout ça, en fait, sont fabriqués à heure fixe dans les 24 heures. Et si vous ne dormez pas aux bonnes heures, eh ben, ces fabrications d'hormones ne se feront pas de la bonne façon, ou en tout cas pas de la même ampleur, soit trop ou pas assez. Et tout ça aura des conséquences pour notre santé. Donc tout ça, en fait, le maître mot de tout ça, c'est la régularité. Si vous dormez, vous couchez à heure régulière, levez à heure régulière, que vous mangez à heure régulière, que vous faites des activités physiques à heure régulière, que vous vous exposez à la lumière aux bonnes heures, eh ben, toutes ces horloges vont être tout le temps synchronisées les unes avec les autres et fonctionner normalement. Dès que vous allez décaler l'exposition à la lumière ou les heures de repas ou des choses qu'on va voir après qui sont externes, vous allez désynchroniser ces horloges. Alors, on peut passer. Donc, tout ça, non, précédente. C'est précédent. Voilà. Donc, tout ça, en fait, c'est un petit diagramme, vous voyez, de 9h à 9h. En bas, il y a les horaires qui montrent d'abord donc, le jour et après la nuit. Et par exemple, pour reprendre une de des choses, des horloges, en bas, on a mis par exemple la température qui va progressivement augmenter et baisser juste avant d'aller se coucher et être au plus bas vers 3h pour être vraiment dans les meilleures conditions de sommeil. Et après, elle va remonter au petit matin. Et parallèlement à ça, vous avez cette pression de sommeil en fait qui augmente. La batterie se décharge de plus en plus, de plus en plus, et puis après, elle se recharge dans la nuit. Qui fait que ces deux systèmes-là, en fait, sont synchrones pour vous faire dormir au bon moment, en fait, vers 23h, 22h.
Et surtout, une fois que la pression de sommeil va être diminuée, que votre batterie soit quasiment rechargée, on n'aura pas forcément fini la nuit. Et c'est ces rythmes circadiens qui prennent le relais sur la fin de la nuit, vous voyez, avec cette température, par exemple, corporelle qui est basse, qui va permettre de vous maintenir endormi la fin de la nuit. Là, il n'y a pas, par exemple, le cortisol, qui est, vous savez, une hormone qui est très importante dans les douleurs chroniques, qui est très élevée. Et ça, ce cortisol, il a ce pic vers 9 heures, un peu comme la température. Et si on est plus douloureux, si on a des maladies inflammatoires auto-immunes, le pic va être plus haut et il va commencer plus tôt. Et cette deuxième partie de nuit peut être embêtante et nous empêcher de dormir à cause de ça. Alors, tu peux passer. Voilà. Donc, comme je disais, en fait, on a toutes nos horloges et notre fonctionnement interne, mais tout ça est très synchronisé et la synchronisation est vraiment renforcée par ce qu'on appelle les synchroniseurs externes. Donc, les grands donneurs de temps, donc c'est, je disais, la lumière, parce qu'il ne s'agit pas de se mettre, c'est le problème des gens qui vivent dans le nord de l'Europe, enfin du monde, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont exposés à la lumière trop souvent en fait l'été et pas assez souvent, donc ils compensent en fait parce qu'autrement ils se décalent et ils ont des problèmes. Donc, je disais horaire régulier, donc ça c'est vraiment important. Votre activité sociale, donc là ce qu'on est en train de faire par exemple, ou aller au travail, voir du monde, aller à l'école pour les enfants. Pour les personnes plus âgées, ça va être d'avoir des activités sociales, associatives, etc., de voir du monde. Si vous les enlevez, vous avez moins de synchroniseurs et votre corps ne sait plus vraiment en fait quelle heure il est. Après, il y a l'activité physique. Si vous restez au lit toute la journée, en fait, vous allez être moins fatigué. Votre corps va moins savoir en fait que c'est le moment de dormir et du coup, vous allez avoir du mal à dormir. Et un des gros synchroniseurs aussi, c'est nos repas. Ça paraît assez intuitif pour tout le monde de prendre des heures de repas. On sait qu'il vaut mieux manger à heure fixe. Et une des raisons, c'est aussi parce qu'en fait, ça ponctue par des sécrétions hormonales comme l'insuline, en fait, qui va se mettre en lien avec toutes les autres hormones aussi. Voilà, donc régularité de tous ces synchroniseurs externes. À toi, Fred. Alors, comment se passe une nuit de sommeil? Donc, une nuit de sommeil, c'est une succession de cycles de sommeil. Alors, ces cycles de sommeil durent entre 1h30 et 2 heures chez les humains adultes, 1 heure chez les tout petits, puis ça va s'allonger progressivement. Et ces cycles de sommeil vont se succéder tout au long de la nuit. Entre chaque cycle de sommeil, il y a souvent un petit temps d'éveil, un allègement du sommeil. C'est ce que vous voyez là sur la diapo. Le sommeil, en réalité, n'est pas continu. On ne va pas s'endormir et se réveiller 8 heures après. Il y a toujours des brèves interruptions avec des périodes d'éveil qui, si on n'a pas de problème de sommeil, ne vont pas durer. Donc, on va se rendormir, on n'aura pas le souvenir de ce réveil nocturne. Mais les réveils nocturnes, ils font partie du sommeil naturel. Donc, ces cycles de sommeil se succèdent tout au long de la nuit. Alors, il y avait dans vos questions une des questions qui parlait de avant minuit, après minuit. En fait, vous voyez qu'il n'y a pas de avant minuit, après minuit, ça n'a aucune importance. Ce que Catherine vous a dit, ce qui compte, c'est la régularité du lever. Donc, en fonction de notre besoin de sommeil, de notre heure de lever imposée ou naturelle, on va caler le temps de sommeil dont on a besoin. Donc, ça peut être tout à fait de dormir de minuit à 8 heures du matin ou de 22 heures à 6 heures ou de 22 heures à 7 heures en fonction de notre besoin de sommeil. Et puis l'autre chose que vous voyez, c'est que le début de la nuit n'a pas la même constitution que la deuxième partie de nuit. En première partie de nuit, on va faire l'essentiel de ce qu'on appelle le stade 3, c'est le sommeil lent profond. Plus vous descendez là sur la courbe, plus le sommeil est profond. Donc, le stade 1, stade 2, c'est ce qu'on appelle le sommeil léger. On va y revenir. Ensuite, si tout va bien, on passe en sommeil lent profond. Et on termine toujours les cycles de sommeil par un petit peu de ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, que je vais vous expliquer juste après. Donc, première partie de nuit, très riche en sommeil lent profond. Deuxième partie de nuit, beaucoup plus riche en sommeil paradoxal. Et tout au long de la nuit, on a ce fameux sommeil léger. Donc, si on va dans le détail, chaque cycle de sommeil, il y a un moment d'endormissement. Donc, on va passer de l'éveil au sommeil très léger, puis léger. Donc là, on est encore très attentif à ce qui se passe autour de nous. On est connecté à notre environnement. Si tout va bien, on va passer dans le sommeil lent profond. Alors, dans le sommeil lent profond, là, vraiment, on a une perception de sommeil, c'est-à-dire qu'on n'est plus très connecté à l'environnement
et on est difficilement réveillable. Et puis, on va continuer notre cycle avec du sommeil paradoxal, qui est la période du sommeil où on fait les rêves et les cauchemars les plus élaborés, en tout cas ceux dont on garde parfois un souvenir. Et ensuite, on va avoir un bref temps d'éveil et puis on va enchaîner le cycle de sommeil suivant. Et là où il y a une différence fondamentale avec les dauphins, c'est dans ce sommeil lent léger. Ce sommeil lent léger qui occupe plus de la moitié de la nuit, notre perception, elle va être différente en fonction de notre niveau de, je sais pas comment on dit, de dolphinitude. Enfin bref, plus on est dauphin, plus on a l'impression que ce sommeil léger, c'est du demi-sommeil ou c'est de l'éveil. On ne va pas avoir l'impression d'avoir vraiment quitté le monde qui nous entoure. Et ça va avoir un impact sur la perception de ce côté réparateur du sommeil, sur notre fatigue au réveil, sur notre récupération. Voilà. Alors, le sommeil, donc, ses fonctions, globalement, puis après, on va faire un focus sommeil profond, sommeil paradoxal, mais on vous a déjà parlé de toutes ces horloges, donc le système endocrinien, le système cardiovasculaire, tout ça, c'est régulé dans le sommeil. L'immunité, donc tout ce qui est phénomène inflammatoire, notamment dans les pathologies chroniques, donc phénomènes inflammatoires qui vont se réguler la nuit, la récupération émotionnelle, etc. Donc, si on détaille un peu, le sommeil lent profond, il est plus dédié à tout ce qui est récupération physique, restauration des niveaux d'énergie, et puis une petite partie de la mémorisation. Et le sommeil paradoxal, lui, va plus s'occuper de tout ce qui est récupération au niveau du cerveau. Donc, les émotions, l'apprentissage, la mémorisation, etc. Alors, maintenant, on va faire un petit tour avec les âges. Donc, je passe la parole à Catherine pour le sommeil et ses pathologies au fil de la vie. On prend toutes les questions à la fin. Catherine, je vois même pas, moi, s'il y a des questions. Je vois pas le chat, moi, je sais pas trop. On regardera ça Non, à pas la pour fin. le moment. D'accord, Bon, très bien. allez-y, Merci. n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Peut-être qu'il y aura les réponses sur le moment et puis après, Voilà, s'il y a des on choses les pas claires, comme ça, reprendra. on revient dessus, que ce soit un peu interactif aussi, si vous avez besoin. Ok, alors, vas-y. Alors, chez la jeune fille, donc, quand les cycles commencent à arriver, vous l'avez toutes senti, suivant le moment en fait du cycle, on va pas avoir le même type de sommeil. Donc, les oestrogènes sont plutôt protecteurs du sommeil, nous apportent une meilleure efficacité. Donc là, le sommeil, il va être de bonne qualité, avec au moment surtout d'ovulation. Et par contre, la deuxième partie, la progestérone, en fait, va quand même altérer, fragmenter le sommeil, le rendre plus léger. Donc, il y a plus de plaintes, en fait, d'insomnie sur la deuxième partie des cycles. Avec le filtre thalamique, le thalamus, c'est une partie du cerveau qui est plus perméable. Donc, du coup, il va y avoir plus de sensibilité aux stimuli extérieurs, qui va rendre le sommeil, du coup, plus léger. Alors, peut passer. Alors, par rapport à la fertilité, on commence à avoir, ça, je ne sais pas si vous en avez, ça a dû passer parce que je pense que vous êtes des femmes très informées. On commence à avoir des éléments de preuve sans forcément pouvoir bien expliquer les liens de causalité, mais on voit des relations avec plusieurs choses. Donc, la mélatonine, on sait qu'elle protège maintenant du stress oxydatif et elle favoriserait en fait la maturation des ovocytes. Alors après, je ne peux pas vous dire plus de savoir combien il faut en prendre, ce qu'il faut en prendre, etc. D'autant que je ne suis pas gynécologue, mais apparemment, les gynécologues qui s'occupent de la fertilité commencent à prescrire de la mélatonine. Nous, en tant que médecin du sommeil, on ne le prescrit pas du tout dans ces conditions-là. On le donne plutôt pour favoriser le sommeil, mais pas avec ça derrière la tête. Après, il y a des liens entre le temps court et les irrégularités des cycles menstruels. Donc, après, le lien de cause à effet, on ne sait pas de la poule et de l'œuf ce qui fait. D'accord? Après, avec le surpoids. Donc, on sait qu'une mauvaise qualité du sommeil, en fait, va favoriser le surpoids et l'obésité. Pourquoi? Parce que dans le sommeil, quand je vous parle qu'il y a beaucoup d'hormones qui se fabriquent, etc., mais le jour, on fabrique une hormone qui s'appelle la gréline, qui va favoriser l'appétit
et la prise de poids. Et la nuit, on va fabriquer la leptine quand on dort et qu'on a un bon sommeil, qui lui va favoriser la satiété. C'est pour ça qu'on peut passer 12 heures à dormir sans avoir besoin de manger, alors que la journée, on ne va pas passer 12 heures sans manger, même si on n'est pas en activité. Et donc, cette leptine, elle favorise la satiété et la perte de poids. Et donc, quand on a un mauvais sommeil, on va moins fabriquer cette leptine. Et donc, on va prendre du poids. Et la prise de poids va en plus favoriser d'autres pathologies du sommeil, comme l'apnée du sommeil. Et donc, il y a un lien connu maintenant entre cette prise de poids et l'infertilité. Donc, mauvais sommeil, prise de poids, infertilité. Donc, voilà le lien causal qu'on pourrait établir. Enfin, peut-être que certains d'entre vous sont des soignantes ou ont des métiers avec des horaires décalés, mais on sait aussi que le travail posté et le travail de nuit vont avoir un impact sur... il y a plus de consultations d'infertilité dans les gens qui ont le travail posté et plus de troubles de l'ovulation chez les gens qui ont un travail de nuit. D'accord? Donc, et on sait aussi au niveau du sommeil qu'en fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si on ne dort pas aux bonnes heures et les bonnes quantités aux bonnes heures, et si en plus il n'y a pas de régularité, ce qui est le cas du travail posté, travail de nuit, eh bien, on va déréguler toutes ces horloges et qui vont avoir des conséquences, en fait, on a vu, hein, sur l'immunité, l'inflammation, etc. Donc, on peut passer à la suivante. Ouais. Alors, ah ouais, voilà. Voilà. Donc maintenant, la grossesse. Alors, c'est une partie, c'est un moment qui est court dans la vie d'une femme finalement, mais c'est vraiment un grand bouleversement sur le sommeil. 38% des femmes concernées par des troubles du sommeil pendant leur grossesse, avec, bon, une des raisons, c'est quand même la progestérone. Pardon. La progestérone qui va, comme on a dit, hein, même sur la deuxième partie des cycles, mais ça va augmenter la somnolence la journée et ça va fragmenter le sommeil. Et le sommeil va être aussi fragmenté du fait des nausées et de la nicturie, c'est le fait de se lever pour faire pipi la nuit. Après, deuxième partie de nuit, du fait des oestrogènes, on va avoir une augmentation en fait des muqueuses nasales qui va provoquer en fait une obstruction et du coup une majoration des ronflements et des apnées. Et troisième trimestre, le sommeil devient encore plus fragmenté, il y a davantage de cauchemars et aussi des impatiences. Alors, les impatiences, c'est le fait d'avoir des agacements dans les jambes, en fait, où on a ce qu'on appelle le syndrome de jambes sans repos. On a besoin de bouger les jambes dès qu'on est au repos. On va marcher, ça va s'arrêter, on se repose, ça revient. Ça augmente, ça arrive plutôt en fin de journée et ça peut nous retarder notre endormissement et quand on se réveille, ça peut réapparaître. Et ça, c'est d'autant plus favorisé qu'on a une perte de fer. Donc ça, on va y revenir après, mais il y a une diminution du fer en fait avec la grossesse, mais aussi quand vous avez des règles abondantes, ça peut aussi favoriser ce problème-là. Et enfin, en postpartum, il y a une hypervigilance en fait parentale hein, qui favorise donc l'insomnie et une mauvaise qualité du sommeil qui augmente le mauvais sommeil va augmenter le risque de dépression du postpartum. Donc, et de toute façon, l'insomnie, elle est présente vraiment à tous les stades en fait de la grossesse. Fred, tu m'as encore avancé un... Je croyais que tu voulais. Non, pas encore. Pardon. L'insomnie, elle est présente à tous les stades de la grossesse et ça fait vraiment partie des plaintes importantes en fait de la femme enceinte. Là, tu peux passer. Voilà. Et puis quand on arrive à la ménopause, alors à l'âge à ménopause ou ménopause post-chirurgicale ou due à un traitement hormonal, on a une augmentation des troubles du sommeil là maintenant qui sont à 37% chez la femme et vraiment en priorité ça va être l'insomnie. Dû au fait de la chute en oestrogène et en progestérone et les troubles vasomoteurs qui sont là avec les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes qui vont favoriser et augmenter en fait l'insomnie, les difficultés à se rendormir en particulier où on se réveille trempé et on n'arrive pas à se rendormir. Et de toute façon aussi, comme on a vu tout à l'heure, hein, il va y avoir une plus grosse fragmentation du sommeil.
Donc, je viens de dire un peu tout ça en même temps. Et en vieillissant, là, sans être dans une ménopause artificielle ou avancée, mais avec l'avancée en âge, on a un sommeil qui, de toute façon, s'allège. On s'endort plus tôt. Et les troubles du sommeil sont plus importants du fait des pathologies aussi neurologiques qui peuvent arriver avec le grand âge et les douleurs chroniques aussi qui s'aggravent pour certains, en particulier au niveau articulaire. Alors, on peut avancer. Voilà, donc ça, vous avez un peu résumé toutes les pathologies du sommeil en population générale adulte. Et vous voyez que ça se mélange beaucoup. Alors, il y a beaucoup d'acronymes que je vais vous redire, mais vous voyez, l'insomnie, ça représente quand même 10% population générale. Les troubles du rythme circadien, c'est le fait de se coucher trop tôt, trop tard, d'être en décalé, etc. C'est un peu les parasomnies. Donc, je le fais dans l'ordre inverse des aiguilles de la montre. Les parasomnies, c'est faible, mais ça va être du somnambulisme, par exemple, ou les terreurs nocturnes, ou le fait de parler la nuit. Et avec l'âge, il y en a d'autres. Narcolepsie, les hypersomnies, ça c'est très rare, mais ça peut arriver. Hein. C'est le fait de dormir beaucoup, 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 plus de 16 heures par jour, par 24 heures. Et puis l'autre, donc celui dont je viens de parler, SJSR, c'est les syndromes de jambes sans repos, et dessous les mouvements périodiques de jambes, c'est de donner des coups de pied dans la nuit, c'est un peu la même entité. Ça, c'est 10%, et on va voir ça augmente pour les femmes. Juste en dessous, vous avez les troubles psychiatriques comorbides. Donc ça, vraiment, la pathologie psychiatrique, c'est le premier pourvoyeur de plaintes de sommeil. Hein. Donc vous voyez le grand carré que ça représente. Et puis en haut, on finit avec les syndromes d'apnée du sommeil qui sont entourés. Voilà. Et vous voyez que le bonheur de la pathologie du sommeil, c'est qu'on peut tout avoir. Hein. Et en plus, ça s'associe très facilement entre apnée, insomnie, par exemple. Voilà. Alors, on peut passer à la suivante, où là, on va voir un peu plus particulièrement les... Alors, quand on prend ces pathologies-là et qu'on les regarde spécifiquement pour la femme, en fait, on va en avoir 3 qui vont ressortir plus particulièrement, qui est d'abord l'insomnie, alors très fréquente chez la femme, beaucoup plus fréquente que chez l'homme, comme vous voyez. Alors, les raisons, elles peuvent être... en particulier dues à nos variations et nos changements hormonaux, autant dans nos cycles que dans l'évolution en fait avec l'âge. Mais il y a aussi des facteurs plutôt environnementaux, psychologiques, génétiques. Mais aussi, une des raisons, éventuellement, c'est que ça a été noté, on consulte plus le médecin généraliste que les hommes. Et donc, il y aurait peut-être une sous-estimation, pas une surestimation des femmes, mais une sous-estimation des hommes peut-être dans la plainte. Mais en tout cas, vraiment, ce qui est mis en avant au premier plan, c'est les changements hormonaux. Après, les apnées du sommeil. Alors là, pour le coup, c'est sous-diagnostiqué chez la femme parce que l'apnée du sommeil a été vraiment longtemps vue et décrit comme étant l'homme somnolent, ronfleur, avec de l'embonpoint. Que la femme est en plus jeune, pas ménopausée, on va dire, et insomniaque, celle-là, pendant longtemps, on a dit non, ben non, ça va pas être en fait le profil d'apnée. Eh bien si, donc il faut vraiment avoir ça comme message, se dire qu'en fait, à partir du moment où on a une plainte de sommeil, quelle qu'elle soit, il faut aller consulter et aller chercher, et ça c'est au médecin de le faire, aller chercher s'il n'y a pas des apnées du sommeil. Donc vous pouvez ne pas être ronfleuse, vous pouvez être toute mince, vous pouvez être insomniaque et avoir autant d'apnée qu'un homme très gros qui ronfle et qui somnole. Hein, c'est-à-dire beaucoup, la norme des apnées, c'est le fait de ne pas respirer pendant au moins 10 secondes, et ça se répéter plusieurs fois par heure. La normale, c'est moins de 5 fois par heure, et donc on commence à se poser la question de traiter à partir de 15 apnées par heure. À 30, on traite plus facilement. Et vous avez des femmes qui fonctionnent toute la journée et qui vont avoir 80 apnées par heure et qui sont totalement insomniaques à cause de ça. Ou en partie, en tout cas. Ça va, on appelle ça un COMISA, c'est l'association de l'insomnie et de l'apnée. Donc j'insiste un peu parce que vraiment, c'est pour déconstruire ces idées reçues. Et enfin, les syndromes d'apnée du sommeil qui, pareil, se prédominant chez la femme.
du fait qu'en fait, donc pour le redécrire, hein, c'est vraiment ces impatiences. Donc ça va être des agacements dans les jambes, des jambes plus lourdes, des picotements, voire des brûlures qui touchent préférentiellement les jambes, mais qui avec l'âge peuvent remonter et toucher les bras aussi. C'est plutôt symétrique, mais des fois c'est plus une jambe qu'une autre. Il faut aller consulter pour aller éliminer d'autres problèmes qui peuvent être dus à des diabètes ou des problèmes de thyroïde. Et c'est favorisé ou en tout cas franchement aggravé par le manque de fer. Donc vous voyez complètement en fait le lien avec les cycles, avec des règles abondantes, avec la grossesse. Hein, donc en premier, vraiment, il faut aller doser le fer. Il y a le zinc aussi, faire un bilan thyroïdien, rénal, etc. Mais c'est très très important et on peut des fois les traiter et les contrôler rien qu'avec une supplémentation en fer. Voilà. Donc, du coup, ça va être là au moment où vous couchez ou devant la télé, enfin, quand vous vous posez le soir, et ça va retarder votre endormissement, voire créer de l'insomnie. Alors, on peut passer, Fred, et puis comme ça, je vais un peu. Je passe la main. Alors, un petit focus sur un sujet qui vous intéresse particulièrement, donc ce cercle vicieux entre sommeil et douleur. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ça va se passer autour de ce qu'on appelle nos systèmes d'éveil. Nos systèmes d'éveil, hein, on a des systèmes d'éveil au niveau du cerveau, des structures qui vont s'occuper de l'éveil. On a aussi un système d'éveil au niveau du reste du corps, principalement ce qu'on appelle notre système nerveux autonome. Et puis, tout un tas d'hormones hein, qui circulent sur ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire et surrénalien, dont l'hormone bien connue, une des hormones du stress, le cortisol. Donc, toutes ces structures d'éveil, plus on va recevoir de messages, soit de notre environnement, soit de nos organes, qui vont remonter de l'alerte ou de la douleur, plus ces structures vont être activées. L'amygdale, hein, c'est une petite structure du cerveau qui va s'occuper de tout ce qui est émotion liée au danger et à l'alerte. Donc la douleur, hein, c'est un signal de danger pour notre organisme. Donc, s'il nous remonte des informations de danger, on va rester en vigilance. Si on reste en vigilance, on va dormir de plus en plus comme les dauphins. Et plus notre sommeil est fragile, superficiel, léger, plus il est fragmenté, moins il est de bonne qualité. Et ça va avoir un impact sur notre récupération physique, donc sur la fatigue, sur notre récupération psychique, donc sur l'anxiété, la dépression. Ça va avoir un impact sur la récupération au niveau immunitaire, donc aussi sur les phénomènes inflammatoires. Et toute cette altération du sommeil, elle va modifier le seuil de la douleur. Plus le sommeil est de mauvaise qualité, plus il est instable, moins il est régulier, plus le seuil de la douleur est abaissé. Donc ça va modifier notre perception de la douleur. Et plus on est douloureuse, plus ces structures d'éveil vont être hyperactivées. Donc vous voyez, c'est vraiment un cercle vicieux. Et donc, quand on va réfléchir sommeil et douleur, il va vraiment falloir s'interroger sur ces deux aspects. Comment mieux contrôler la douleur pour améliorer le sommeil et comment améliorer le sommeil pour que la douleur soit mieux contrôlée. Alors, maintenant, on va vous proposer un petit temps de récupération et d'outils plus pratiques autour de tout ça. Catherine. Donc, alors là, c'est un petit atelier qu'on vous fait en distanciel, mais donc avec Frédéric, on anime des ateliers pour des gens qui ont des pathologies chroniques douloureuses et on essaie de leur faire pratiquer des techniques que vous avez peut-être déjà mis en place, mais tout ça pour ceux qui ne le font pas, pour déjà avoir une petite impression de ce que ça fait. Donc, on va vous proposer une petite méditation pleine conscience pendant 3-4 minutes et puis après des respirations dynamisantes pour vous réveiller et poursuivre la fin. L'objectif de ça, c'est après, on va vous expliquer en fait comment faire en sorte de récupérer. Il n'y aura pas de recette miracle, mais quelles sont toutes les techniques validées scientifiquement et comment les utiliser et comment en fait jouer sur à quel moment je me repose, comment je me repose, maintenant il faut que j'y aille, comment je fais pour y repartir. Et ça, c'est valable pour la fatigue chronique. Donc, si vous êtes partante, je vais vous laisser vous installer tranquillement. Si vous ne souhaitez pas faire cette méditation, vous restez voilà, vous écoutez, mais vous ne la faites pas.
Vous allez vous installer, vous asseoir ou vous allonger comme vous voulez. Et puis, pour ceux qui n'en ont jamais fait, en fait, on scanne un peu en fait notre corps, hein, de notre esprit, notre respiration et notre corps. Donc, il y a un moment, en fait, je vais décrire un peu les endroits du corps. S'il y a des endroits de votre corps qui vous sont désagréables, vous passez, vous suivez pas ce que je vous dis, vous passez à autre chose. D'accord? Alors, la méditation va être ponctuée d'un premier petit bong et un dernier. Donc, le premier, ça indique qu'on rentre dans la méditation et le dernier, qu'on en sort. Installez-vous confortablement, assis sur une chaise ou allongé. Vous avez les jambes décroisées, les pieds au sol, le dos droit mais détendu, afin de rester digne dans votre pratique. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Maintenant, vous allez observer votre respiration, l'air qui va rentrer par votre nez, le gonflement au niveau de votre thorax et de votre abdomen, et le souffle qui va ressortir en relâchant votre abdomen et votre thorax et repasser par votre nez. Vous n'êtes là que pour observer votre respiration. Vous ne la contrôlez pas. Vous observez l'air qui rentre et qui sort à l'endroit qui vous est le plus agréable. Au niveau de votre nez, observez votre ventre qui se tend et se détend à chaque inspiration et à chaque expiration. Maintenant, je vous invite à parcourir votre corps en commençant par les pieds qui peuvent être posés au sol. Observez l'appui du talon, des orteils, la chaussure dans laquelle votre pied est. Et petit à petit, vous pouvez remonter le long des mollets, des cuisses. Observez la sensation de vos cuisses sur la chaise, puis au niveau des fessiers. Et remontez le long du dos. Il peut y avoir des tensions qui disparaissent peut-être lors des expirations. Les épaules, le cou, la tête, le visage. Vous pouvez sentir les tensions qu'il y a au niveau de votre front, le relâchement de vos lèvres, de vos joues. Revenir à chaque inspiration et à chaque expiration. Chaque inspiration qui sera toujours là, à chaque fois que vous y revenez. Au fur et à mesure de cette pratique, vous allez observer que vos pensées peuvent partir et je vous invite à revenir et observer votre respiration. Ces pensées qui partent, vous les observez sans jugement. Il n'y a aucun problème avec cela. Il faut juste les observer et ramener votre attention à chaque respiration.
après quelques instants, prenez une dernière inspiration. Sentez l'énergie dans votre corps. Voyez et observez où vos pensées sont allées. Et doucement, vous pourrez ouvrir vos yeux. Alors, on vous laisse revenir doucement. On l'entend pas, le gong. Ah, Moi, je l'ai pardon. pas entendu. Ah ben, je l'avais mis à côté de moi, mais du coup, là... En fait, ça fait ça, je crois. À chaque fois, dans les visios comme ça, on les entend pas, les gongs. Ah. Bon, ben, je vous laisse revenir parmi nous alors. Donc, on Alors, va... je vous propose une petite respiration dynamisante parce que Catherine va nous parler récupération et donc il nous faut encore un petit peu de concentration pour être attentive à tout ça. Alors, le principe de la respiration dynamisante, c'est que plus votre temps d'inspiration est long et votre temps d'expiration est court, plus vous allez repartir dans l'action et vous redynamiser. Et à l'inverse, plus vous voulez travailler la récupération, la relaxation, eh bien, plus votre expiration sera longue, plus ça va être relaxant. Donc là, comme l'idée, c'est vraiment de se redynamiser, je vais vous proposer donc de vous engager au niveau musculaire. Donc, par exemple, serrer les poings, contracter un petit peu les bras, les muscles. Donc, contraction. On va prendre une inspiration la plus longue possible, chacun à son rythme, hein. Et on va lâcher une expiration courte en relâchant tous les muscles. Donc, temps d'inspiration, on contracte les muscles, les bras, les poings. Et on relâche tout, musculaire et une expiration courte. Donc, je vous propose de faire ça 3-4 fois et après, on pourra enchaîner. Donc, contraction, inspiration longue, expiration courte, relâchement musculaire. On est prête. On est prêt. Je ne sais pas s'il y a d'autres messieurs. Alors, Catherine, parle-nous récupération. Alors, donc, l'objectif, en fait, c'est déjà de savoir où on en est, comment on va. Parce qu'en fait, vous n'allez pas devoir faire tout un marathon en même temps que vous allez devoir réfléchir à quelque chose de très important en étant super heureux. D'accord? Donc, en fait, notre forme, elle est découpée en 3 morceaux, qui est la forme physique, la forme cognitive et notre forme psychique. Et ça, c'est quand même important parce qu'en fait, on peut être très fatigué physiquement, mais si on doit rester toute la journée assis devant un ordinateur en train de travailler, qu'on soit un peu triste et fatigué parce que nos jambes nous tiennent plus, c'est pas très grave. Par contre, si je dois aller courir, faire un marathon, enfin un marathon, j'exagère, mais faire courir là, et ben en fait, il me faut une excellente forme physique, d'accord? Mais et si je dois juste aller voir des amis ou aller voir ma belle-mère qui est pas bien, eh ben là, il faut que psychiquement j'aille bien pour soutenir ces gens-là. Et ben c'est pas grave si mon cerveau est un peu dans le brouillard, mais il faut que mon humeur soit bonne. Donc, vous voyez, c'est des choses, bon, des fois, il faut les 3 en même temps ou 2, mais c'est important de pouvoir, et la méditation peut vous aider à ça, mais vous pouvez juste vous poser 2 secondes en disant, mais en fait, là, comment je me sens? Donc, nous, on appelle ça une météo intérieure. Comment on va faire en quelques secondes pour savoir comment je me sens? Et ça, c'est la première chose. Et est-ce que l'état dans lequel je suis pour ça correspond à ce que je vais vouloir faire? Donc, et comment je vais y arriver? Mais des fois, je suis trop hâte, c'est-à-dire que je peux être là, il faut que je sois calme parce que je dois aller coucher mes enfants et leur lire une histoire. Il ne faut pas que je sois surexcitée. Donc, comment je fais pour me calmer? Hein. Donc, en fait, on a soit à monter, soit à descendre notre niveau et on a 3 niveaux à faire. Et donc, pour ça, on va avoir des outils différents. Donc, tu peux passer.
Donc voilà, on va se mettre, soit on est en hyper, soit on est en hypo, soit on est très adapté. D'accord? Donc on appelle ça la zone d'activation optimale. C'est l'endroit où on est le optimal pour faire ce qu'on a à faire. Et ça va être différent suivant l'objectif qu'on a à faire. Hein. Donc notre état, lequel c'est et pour quel objectif. Et ça aussi, il faut bien savoir et connaître nos objectifs. Donc ça, c'est une technique qui a été développée en fait, je fais une petite aparté, ça s'appelle les TOP, techniques d'optimisation des performances, qui est un outil qui a été développé par l'armée il y a déjà quelques temps et qui est très utilisé pour former les militaires et souvent les gens qui sont très dans l'opérationnel, mais enfin en ce moment on en entend assez parler pour savoir, mais euh, comment on fait en fait pour qu'en 2 secondes ils soient au bon endroit ou ils ont une mission qui est programmée pour dans un mois, comment on va faire pour les préparer dans un mois. Donc, vous voyez, il y a un délai des fois d'immédiateté et d'autres fois, on a des objectifs qui sont dans un terme qui va être différent, donc on ne va pas utiliser les mêmes choses. Alors, tu peux avancer, Fred. Alors, les trois grands domaines, et après on parle de la lumière, mais c'est déjà la respiration. Donc là, vous avez testé la respiration dynamisante. Donc si on veut, vous voyez, là, reprendre un peu de peps, là, je vous ai un peu posé tout à l'heure, mais après, Frédéric, elle vous a dynamisé. Et ça, par exemple, vous avez une réunion, vous sentez que vous avez un coup de barre, et ben, vous faites des respirations dynamisantes. Ça ne va pas durer peut-être pendant toute l'après-midi, mais peut-être que pendant au moins un quart d'heure, une demi-heure, ça va marcher. D'accord? Et ça, on peut le faire n'importe où, même pendant une réunion. Alors, vous n'allez pas cracher sur les gens qui sont à votre réunion, mais vous pouvez le faire un peu discrètement et ça va marcher pour vous réveiller. Après, si vous vous sentez trop angoissé, par exemple, ou trop stressé, eh ben, vous faites des respirations relaxantes. C'est-à-dire, comme disait Frédéric, en fait, on inspire rapidement et on expire doucement. D'accord? Et si, par exemple, en fait, on doit gérer un stress sur le long cours, hein, sur quelque chose qui va arriver plus tard, qu'on doit réguler nos systèmes de stress, à ce moment-là, on fait de la cohérence cardiaque. Donc ça, vous avez des outils et des applications pour faire ça. Donc la respiration, c'est vraiment un endroit, c'est une porte d'entrée vraiment vers le système de régulation euh, autant émotionnel que physiologique à travers le rythme cardiaque, etc. Après, on a l'activité physique. Ça, vous l'avez déjà testé intuitivement, je pense que vous le savez déjà, mais vous avez celui qui va vous donner un coup de peps, hein, une marche dynamisante, une course à pied, vraiment toutes les activités qui vont faire monter votre fréquence cardiaque. Ça va vous donner un coup de pulse. Hein, vous avez besoin, au cas même là, le fait de serrer les poings très fort, par exemple, hein, c'est une activité physique en soi. Et si vous vous mettez à courir sur place 3 secondes, 4 secondes, très rapidement, vous allez voir, ça aussi, ça va vous donner un coup de fouet. Et à la fois, si vous avez besoin de vous relâcher après une journée difficile, et parce que vous savez que le lendemain, vous allez en refaire une autre, que vous avez été douloureuse toute la journée, etc., il y a plutôt les activités relaxantes. Donc le yoga, le tai chi, la pilates, la marche douce. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont totalement validées. Euh, je me rends compte qu'on n'a pas mis la méditation là-dessus, mais voilà, Si, tu l'as mis dans respiration. dans la respiration. Et puis enfin, le sommeil. Donc ça, c'est vraiment une des clés. Enfin, on ne serait pas là pour autrement. On sait bien qu'en fait, comment on fait pour récupérer, c'est dormir. Donc après, on va parler de la sieste, des différents types de sieste, mais j'en reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment garder des horaires réguliers. Plus vous allez être régulière et plus votre cerveau va savoir que c'est l'heure à laquelle vous allez vous endormir. Il faut sentir le moment où on doit aller se coucher, ne pas retarder parce que le conjoint ne se couche pas à la même heure, parce qu'on a des tâches à faire, parce que voilà, il faut respecter ça. Comme on saute rarement un repas, en fait, voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut être très exigeant. Et si en plus vous avez des douleurs chroniques ou vous avez un objectif un stage hyper important, un endroit où vous devez être très en forme pour l'animer, ou je ne dis n'importe quoi, mais eh ben, là, c'est pas 2 jours avant qu'il faut commencer à s'occuper de savoir comment on va. Il faut le préparer 1 mois, 2 mois avant ça. D'accord? Vous allez faire une randonnée pendant 15 jours à la montagne, c'est pareil, on ne part pas sans s'entraîner. Hein. Donc c'est pareil, il faut respecter aussi toute son hygiène de sommeil sur ça. Et enfin, l'exposition à la lumière, ça c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un peu le maître clé. Si vous voulez être réveillé le matin,
il faut vous exposer à la lumière. Là, aujourd'hui, on a un magnifique soleil pour ceux qui sont à Paris. On sent en fait l'effet que ça peut nous faire sur nous. Donc, ça nous réveille, mais la lumière, ça fait fabriquer de la sérotonine, hein, qui est un neurotransmetteur, une molécule qui est dans votre cerveau qui va s'occuper d'être moins anxieux, moins déprimé. Donc, c'est vraiment la lumière, ça va vous synchroniser et vous permettre d'être plus en forme. Et pour finir, comme ça on aura quelques minutes pour là. Donc ça, c'est les siestes. Donc ça, c'est vraiment les petites choses comme la respiration, de quelle sieste je fais à quel moment pour récupérer ça. Donc vous avez les petites siestes, hein, qui sont vraiment, qui redonnent un petit gain d'énergie rapide, hein, même des micro-siestes. Donc 10-20 minutes, hein, vous vous souvenez des cycles de sommeil dont Frédéric vous a parlé tout à l'heure. On est vraiment que du sommeil léger. Si on fait des sommeils, si on fait 30 minutes, là, il y a un peu plus de récupération sur l'humeur et la vigilance, mais sans dépasser les 30 minutes, parce qu'à ce moment, on va partir dans le sommeil profond et là, vous allez avoir plus de mal à récupérer. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux faire des siestes longues et ça, c'est vraiment très spécifique. Donc, c'est 1 à 1 heure et demie où là, vous avez carrément un cycle de sommeil, mais ça, on ne le fait pas parce qu'on a fait une insomnie la nuit précédente. Ça, on va le faire parce que on est infirmière de nuit, qu'on a dormi que 2 heures dans la nuit et qu'on doit récupérer un cycle entier de sommeil. Donc ça, on le laisse vraiment pour des gens qui ont des heures de sommeil particuliers dues à leur travail, par exemple. Et pour finir, la sieste caféinée, donc c'est une petite sieste rapide, mais vous prenez un café avant et vous allez avoir à la sortie de votre sommeil, en fait, l'effet de la caféine et l'effet de la sieste et qui vous double du coup cet effet de regain d'énergie. Donc, on termine. On vous remercie. Et donc, dans les mois qui vont arriver, on va avoir d'autres webinaires qui vont être plus spécifiques, en fait, sur d'autres situations de la femme. Là, c'était vraiment une vision générale qu'on voulait vous apporter. Et au mois d'avril, on fera un atelier, là, pour le coup, un distanciel et un physique, pour travailler davantage ce qu'on vient de faire, en fait, sur la respiration, sur la méditation, et on fera une promenade en forêt pour, voilà, parce que la forêt apporte aussi beaucoup de choses pour améliorer notre système parasympathique et rééquilibrer le système sympathique. On va passer aux questions. Euh, oui. Il y a deux questions dans le chat. Donc, la première, Madame Saliba Camille qui se demande est-ce qu'on a besoin de plus de sommeil pendant, par exemple, 1 an après avoir peu dormi pendant des années? Car l'ampleur qu'a pris le sommet de ma mère qui est à la retraite à 64. Voilà, c'est ça la question. En combien de temps on récupère, Fred, tu réponds? Bah, ce qu'on dit, hein, c'est qu'on récupère jamais du sommeil perdu. Donc, on peut pas mal dormir pendant des années et envisager de récupérer pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois. On peut pas raisonner comme ça. Donc, il n'y a pas de récupération, si ce n'est sur le court terme. Par exemple, si on est un peu en dette de sommeil la semaine et qu'on va récupérer un petit peu le week-end en organisant nos siestes, en décalant un tout petit peu notre heure de lever. Mais je crois pas on peut pas discuter de récupération sur du long terme. Non, Catherine, tu veux ajouter quelque Oui, chose? non, on dit qu'on récupère en 10 jours à peu près, mais sur une dette qui est récente. Hein. Voilà. Les dégâts qui ont été faits ne peuvent pas être réparés par un. Voilà. Très bien. La deuxième question donc, de Madame Eve Chozard qui dit comment récupérer quand on travaille avec des horaires décalés et un planning décalé? Alors, on fera un webinaire spécialement, alors c'est plutôt pour les professionnels de santé, mais spécialement sur le travail posté, parce que là, pour le coup, c'est un grand sujet, hein, particulier où il y a une organisation à avoir, en fait, les jours où on travaille, les jours où on ne travaille pas. Quand on travaille, quand on sort du travail, on essaie de rester dans le noir, de se mettre des lunettes de soleil quand on conduit, etc., pour dès qu'on rentre, aller se coucher. Aussi les horaires et savoir combien on va dormir, de combien va être la sieste, mais de toute façon, ça va être qu'une gestion partielle, ça va pas régler le problème quand même. Hein. Donc, il vaut mieux choisir qui on est quand on choisit ce travail-là. C'est-à-dire petit dormeur et être en forme le soir. Parce qu'autrement, ça va être très difficile à se réadapter. Petit dormeur, ça veut dire être à 5 heures de sommeil. Euh,
Voilà, donc dans le chat, c'est tout ce qu'il y a comme question. N'hésitez pas de prendre la parole ou Il y poser aura des d'autres questions. replays, hein? Est-ce qu'il y a des questions sur... C'est ça. Oui, je tiens à rappeler que ce webinaire est enregistré et donc le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de Réseau Morphée et la chaîne YouTube de la filière et vous serez informés dès qu'ils seront disponibles. Alors, dans les questions qui nous avaient été poussées en amont, on avait essayé d'y répondre. C'était quel est l'impact de l'endométriose profonde et donc des douleurs chroniques sur le sommeil? Frédéric qui a répondu. Gestion de douleur et sommeil, conseil en gestion de la grande pratique. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé de vous donner comme clé sur la récupération et comment en fait pouvoir être opérationnel au moment où il faut. Mais toutes ces pratiques de méditation, de yoga, d'activité physique, ça, vous devez toujours en entendre parler. Mais c'est vraiment la clé pour réussir à optimiser vos capacités. Quand le réveil en pleine nuit s'accompagne d'angoisse et comment se rendormir paraît impossible. Donc, on fera un webinaire en fait sur vraiment l'insomnie et la femme, parce que ça, c'est vraiment, ça prend plus d'1 heure. Mais autrement, vous avez beaucoup de ressources sur le site du réseau Morphée. Et si vous avez besoin, on n'a pas parlé du réseau Morphée pour le présenter, mais en Île-de-France, en fait, vous pouvez remplir un questionnaire en ligne sur votre sommeil. Et à la fin, ça vous donnera des conseils. Mais surtout, si vous avez besoin de consulter, on vous orientera en fait vers un psychologue ou un médecin du sommeil suivant le besoin que vous avez. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller remplir ces questionnaires pour être aidé. Y a-t-il un lien entre absence de sommeil ou sommeil insuffisant et saignement abondant ou continu? Alors, je dirais que c'est plutôt le saignement de ce que nous, on sait, qui va possiblement, comme je vous disais, sur la perte de fer, peut avoir un impact en fait sur votre sommeil, hein, qui va provoquer ces impatiences et des petits coups de pied qui va dans la nuit qui peuvent vous réveiller. Donc, il faut absolument du coup être vraiment bien supplémenté en fer. Quelle position dormir? Donc ça, je ne sais pas répondre avec les adhérences. Pouvez-vous parler de l'impact du traitement, donc d'un traitement progestatif sur le sommeil? Donc, je vous ai parlé de la progestérone, comment elle influençait le sommeil. Question inflammation et fatigue chronique. Comment endiguer et limiter? Donc ça, on en a parlé. J'espère qu'on a pu répondre. Comment retrouver un sommeil réparateur sans insomnie quand on est en périménopause pendant plus de 10 ans dû à son endométriose et sans prise d'hormones possible. Donc ça encore, je vous renvoie sur toutes les ressources sur l'insomnie et sur le webinaire qu'on fera dans le premier trimestre. Sommeil selon les différentes dizaines d'âges de 18 à 60 ans, les femmes porteuses d'endométriose. Donc, comme je vous disais, on n'est pas spécialisé sur l'endométriose, donc on a essayé de vous apporter des réponses sur la femme en général. Et en plus, suivant les endométrioses, en plus, elles évoluent pas toutes de la même façon, donc je ne suis pas sûre qu'on arrive à répondre correctement. Voilà, il y avait une question sur la régularité des heures de sommeil, donc ça, on y a répondu, hein. Quelqu'un qui demandait savoir si elle pouvait dormir entre minuit et demi et 9h30, mais oui, tout à fait, à condition que ça soit régulier. Voilà. Quelles seraient les causes et les solutions concernant les réveils nocturnes? Ben, déjà dit. Et comment maintenir un sommeil de qualité réparateur malgré les douleurs? Donc ça aussi, j'espère qu'on y a répondu. Voilà. Eh bien, écoutez, il est bientôt 14 heures, on a dépassé de 10 minutes. Donc, vous suivez donc autant sur le réseau Morphée que les réseaux endométriose. On communiquera encore les prochains webinaires qui seront faits alors par nous ou d'autres. Voilà. Effectivement, et celles qui ont des questions sur l'endométriose en particulier, n'hésitez pas à nous contacter, donc la filière Endo Île-de-France sur le site internet, vous avez un formulaire que je vous laisse dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, on va essayer à répondre à vos questions plus spécifiques. Et merci beaucoup pour votre participation et merci à vous, Catherine et Frédéric, pour ce webinaire. Avec plaisir. Bon Allez, après-midi à À tous. bon bientôt. après-midi à Au tous. revoir, bon après-midi.